Bonjour à tous. Donc aujourd'hui là je vous présente la containerisation de bases de données dans Docker, comment on a fait chez OVH. Donc je sais qu'en ce moment il y a un incident chez nous. Donc tout d'abord si vous êtes client chez nous, désolé. Donc c'est en cours de résolution, c'est bientôt fini. Et bon, on va passer à autre chose. Je vous passe ma présentation. Si vous avez des questions, surtout n'hésitez pas à la fin, je serai là pour y répondre. Donc Alexandre Paul. Donc, je suis administrateur système chez OVH depuis 6 ans. J'ai commencé à travailler autour des bases de données il y a 2 ans. Donc ce projet a commencé il y a 2 ans, en fait, pour commencer à standardiser nos infrastructures. Donc on va devoir commencer par OVH, qu'est-ce que c'est, pour comprendre pourquoi on a dû amener à faire des bases de données dans Docker. Donc déjà c'est 2000 employés, on compte en recruter 1000 cette année. Donc si vous êtes intéressé, surtout n'hésitez pas, on a plein de super projets. Donc 27 data centers, 4 en construction, beaucoup de serveurs physiques, 300 000, une bande passante de 12 terabits, c'est notre propre réseau à nous. Alors malheureusement aujourd'hui on a eu un problème réseau, mais bon voilà, on passe à autre chose. Beaucoup de clients, on compte actuellement 4 millions de noms de domaines chez nous, ça représente environ 30% du web français. Pour vous donner un peu une idée, voilà l'importance que OVH. On a une croissance de 30%, et c'est pour ça en fait qu'on a dû amener Docker, parce qu'on a une forte croissance, beaucoup de services, et on doit aller vite. Et c'est pour ça que Docker va nous aider à faire ça en fait. Il faut savoir aussi qu'on avait un service, pour peut-être parmi vous, qui utilisait ce service, c'est le Private SQL. Donc c'est la base de données dédiée pour de l'hébergement mutualisé. Donc ce service, il tournait auparavant sur des zones Solaris. Donc pas évident, c'est pas standard. On ne trouve pas énormément de sysadmin pour gérer ces zones Solaris. Et donc au bout d'un moment, on s'est dit, on va peut-être passer à autre chose, au lieu d'essayer de trouver des personnes qu'on ne trouve pas. Et on va standardiser nos infrastructures. Mais pas seulement. Donc ici, c'est une représentation assez simplifiée de notre site internet OVHcom. Et on peut voir que lorsqu'on fait une requête, donc on passe forcément par tout ce qui est frontaux, notre API, etc. Mais on peut voir surtout en dessous, c'est tout ce qui est les bases de données. Donc on a un cluster à gauche qui peut être du MariaDB, du PostgreSQL, du MySQL. Donc on a un master slave, un slave de slave et un backup qui se fait sur le slave du slave. On a aussi du Redis et du MongoDB. Donc tout ça, c'est énormément de engines différents de bases de données. Donc forcément, au bout d'un moment, on commence à avoir différents types de serveurs, différents engines, mais on a besoin de simplifier tout ça. Tout simplement pour aller beaucoup plus vite. Alors Docker, un ami qu'on aime détester. Alors cette phrase, je l'aime bien, parce que tout simplement, quand on vous dit « j'ai fait des bases de données dans Docker », la réaction c'est souvent « t'es complètement fou ». Et rien qu'aujourd'hui, j'ai pu discuter avec certains techs, ils disent « mais pourquoi t'as fait ça? Quelle est l'idée derrière ?» Donc en fait, on va essayer de voir qu'est-ce qui ressort généralement quand on parle de Docker et des bases de données. Et on a souvent des phrases qui ressortent, et c'est toujours les mêmes en fait. Donc moi, ce qui est bien, c'est que je suis sysadmin, mais à la base, j'étais dev. Donc je sais c'est quoi le besoin de Docker pour un dev. Très important de pouvoir travailler dans son environnement, de savoir que quand on déploie cet environnement, ça va juste marcher. Mais aussi, je suis sysadmin, donc je sais aussi que dans mon Docker, je ne dois pas mettre n'importe quoi en fait. Il faut contrôler vos images, pas mettre n'importe quoi. Et donc, c'est ça qu'on va voir aujourd'hui. Docker, c'est stateless. Et je pense qu'aujourd'hui, parmi vous, la majorité d'entre vous, utilisez Docker dans un système dit stateless. D'ailleurs, d'entre vous, qui utilise du stateless ici? Qui utilise Docker pour faire du stateless? Petit timide. Qui utilise Docker déjà, du coup? Ah, mieux. Donc, ça veut dire que tous ceux qui n'ont pas levé la main avant, vous utilisez en stateful. On est d'accord? Ok. Déjà, c'est pas mal. Ça veut dire que Docker a bien évolué depuis ces 2 dernières années. Donc, pourquoi Docker souvent utilisé en testless? Tout simplement que vous créez une image, vous la déployez, et vous pouvez la supprimer quand vous voulez pour la redéployer ailleurs. Votre host a un problème, vous redéployez votre image, pas de souci. Vous n'avez pas besoin des données présentes sur la machine. Dans le cas d'une base de données, c'est pas le même problème. Si vous supprimez votre Docker, tout simplement, votre base de données, quand vous allez la recréer,
il n'y a plus rien. Donc c'est ici, en fait, on va utiliser le mécanisme des Docker volumes qui permet de dire à Docker, mets tes données dans un volume, donc à un emplacement de votre host qu'on va pouvoir retrouver, et surtout qui ne va pas être supprimé par défaut lors de la suppression de l'image. Donc bien sûr, par la suite, il va trouver des mécanismes pour déplacer ces données en cas de problème, mais aussi pour les sauvegarder. Hop, pardon. Les problèmes de performance. Donc ça, c'est souvent le point principal, c'est les performances. Alors, il faut savoir que Docker en fait utilise tout simplement les processus du kernel qui sont les C-groups. Donc ça n'implique pas d'overhead. On n'est pas dans le cas d'une VM, vous êtes en virtualisation avec un hyperviseur entre deux. Là, vous utilisez directement les ressources de votre machine. Vous avez juste une isolation qui permet d'isoler votre processus des autres conteneurs ou des autres processus de votre machine, mais vous ne perdez pas de performance là-dessus. Donc ici, j'ai utilisé un benchmark qui a été fait par une autre équipe. Donc on a fait nos tests aussi. Mais bon, c'était il y a 2 ans. Donc forcément, quand on dit « Ah mince, ils sont nos benches », on ne les a pas retrouvés. Donc je me suis dit, on va utiliser un site qui les a fait pour nous et qui les a bien fait. Donc en gros, là, vous allez pouvoir voir les résultats. C'est finalement, vous n'avez pas de perte de performance. Vous êtes sur les mêmes perfs, quelle que soit la configuration que vous utilisez. Avec en volume, avec un network différent. C'est exactement la même chose. Docker, ce n'est pas stable. Alors là, bien sûr, là, il faut voir, on était 2 ans avant. Et à l'époque, effectivement, on avait un gros problème avec Docker, c'était la montée en version. Le versionning de Docker, par exemple, si vous passiez de la 1.10 à la 1.12, vous aviez de gros problèmes. Il faut savoir que nous, on peut déployer jusqu'à 200 conteneurs sur une seule machine. Et là, vous commencez à avoir des inconsistances au niveau de données de vos 2 démons Docker. Donc, sur ce point-là, attention, bien sûr, sur la version quand vous montez en version, quelle que soit l'application que vous allez faire. Mais j'allais dire, faites encore plus attention avec Docker, parce que forcément vous allez mettre toutes vos données là-dessus, donc c'est encore plus important. Il faut savoir que comme si vous avez assisté à la conférence de Docker, ils sont en train de passer sur un système de versionning pour l'enterprise, et donc on espère fortement que grâce à cette nouvelle feature, on va dire pour eux, leur nouveau produit, on va pouvoir profiter d'avoir des versions vraiment stables, comme on peut avoir une Debian qui est dite stable. Alors il y a la sécurité dans tout ça. Il faut savoir que Docker, ça tourne en route sur votre host. Donc qui dit route, dit accès à l'ensemble de votre machine. Donc forcément, il faut faire très attention à l'ensemble des éléments, et je précise bien éléments, donc ça peut être personne, ou outil, ou application, qui accèdent à ce démon Docker. Il faut faire extrêmement attention, car dès que vous avez accès à ce Docker, vous pouvez créer ce que vous voulez sur votre machine. Vous pouvez monter un Docker avec le slash de votre host, et vous pouvez donc faire ce que vous voulez. Donc attention à ce point-là, c'est très important. Le démon Docker ne doit être accessible que par des personnes de confiance, des éléments de confiance. Donc après, comme je vous ai dit également, on a tout ce qui est l'isolation. Donc c'est les kernels namespace qui permettent ce système-là, donc qui est introduit dans le Docker, dans le kernel depuis la 2.6. Il faut savoir qu'on est en kernel 4.13 maintenant. Donc à ce niveau-là, je pense que les C-groups, on peut leur faire confiance pour la sécurité. Ça veut dire que vous n'avez pas accès aux autres processus, aux autres sockets, mais ça veut dire qu'on va voir par la suite, ça peut aussi imposer d'autres problèmes de sécurité, surtout au niveau des bases de données. Et après également, on a les contrôle groupes. Donc les contrôle groupes, tout simplement, ce qui permettent de contrôler ce que vos conteneurs vont faire. C'est-à-dire qu'ils ne vont pas pouvoir dépasser une mémoire, une taille de mémoire disponible, utiliser du CPU, les I/O ou du network. Donc ces mécanismes de contrôle groupe, également, c'est juste du kernel qui va permettre ça. Donc maintenant qu'on a vu que à Docker, on est souvent réticent, surtout côté sysadmin, on va voir pourquoi on l'utilise finalement. Parce que on a pris le pour, il faut prendre maintenant on a pris le contre, maintenant il faut prendre le pour. Et donc on va voir ça. Donc là, c'est vraiment le basique de Docker, c'est la facilité d'administration et de déploiement. Donc comme je vous ai dit, quand vous êtes dev, vous avez besoin de facilement déployer votre application. Donc vous créez votre image et vous l'envoyez sur votre production, et le sysadmin normalement ne doit pas regarder ce qu'il y a à l'intérieur de l'image. Bon, bien sûr, dans la pratique, faites-le, c'est toujours important,
contrôler plusieurs fois ce qui se passe. Mais votre image, vous savez que si elle marche sur votre environnement de test, elle va marcher sur votre environnement de production. Et c'est pareil pour les bases de données. Vous pouvez faire avec votre DBA qui s'occupe de la configuration de cette base de données. Il crée son image, il vous l'envoie, vous la déployez, tout simplement. Donc ce qui permet de séparer deux corps de métier et de faciliter le processus de déploiement. Donc ici, vous pouvez voir en fait tout simplement ce qu'on peut faire, alors, de façon très simplifiée encore une fois, un déploiement d'une base de données chez nous. Donc automatiquement dans notre image, on lui dit les variables, par exemple MySQL data, tu les mets dans Docker volume. Derrière nous, on a mis du Ceph. Alors pourquoi on a mis du Ceph? Alors tout simplement parce que la technologie nous permet de backuper et de répliquer automatiquement les données, ce qui nous assure quand même une protection des données de chaque base de données. Mais aussi, surtout, on verra plus tard, c'est qu'on va pouvoir déplacer ces données facilement. La simplicité de maintenance. Alors souvent, quand vous faites une base de données, vous faites un POC, vous faites votre dev tranquillement, puis vous mettez en production. Donc selon la taille de l'entreprise, vous avez peut-être un DBA ou plusieurs administrateurs système. Dans ces cas-là, souvent ça se passe bien. L'administrateur système tient un jour son infra et c'est parti. Mais imaginons dans le cas d'une startup, vous créez votre base de données, donc vous l'avez mis en production, puis il y a 5 autres, 10 autres projets qui arrivent, mais bon, vous êtes peut-être 2, 5 maximum, et forcément, vous allez commencer à avoir du legacy sur votre infrastructure. Donc ici, Docker va nous aider à mettre à jour facilement nos bases de données. Alors, comment ça se passe? Donc à gauche, on peut voir un conteneur qui tourne, avec par exemple, on va parler en version MySQL 5.6, et à droite, on va venir créer un nouveau conteneur, un MySQL 5.7, donc la nouvelle version qu'on veut mettre à jour. Alors, comment on va faire? Parce que le but, là, le problème, c'est que si on met à jour notre base de données, on va avoir du downtime. Alors downtime, forcément, quand on a une base de données, c'est forcément souvent critique, et on n'a pas envie d'avoir du downtime. Si sur votre site internet, clairement, vous ne voulez pas que votre site internet tombe pendant 5 minutes le temps que vous mettez à jour votre base de données. Donc ici, on va utiliser l'option volume from de Docker, qui va automatiquement récupérer les mêmes données que l'ancien conteneur. Donc il ne fait pas une copie, il utilise les mêmes données, il va monter le même volume. Et c'est là où il faut faire très attention. Comme je vous ai dit tout à l'heure, on est isolé. Donc si vous avez deux bases de données qui tournent sur les mêmes datas, vous allez avoir de la corruption. Les deux bases de données vont pouvoir écrire sur les mêmes données en même temps. Donc c'est pour ça que notre nouveau conteneur que nous créons à droite, il est stoppé. Et alors qu'est-ce qu'on va faire? On va tout simplement venir stopper notre premier conteneur et relancer le deuxième. Et là, automatiquement, alors dans notre Docker image, bien sûr, on a notre onTree point qui va nous faire toute la magie de cette mise à jour, entre guillemets. Mais tout simplement, on a juste fait quoi en tant que sysadmin? J'ai éteint mon premier Docker, j'ai rallumé l'autre. Donc en fait, le temps d'interruption, c'est le temps d'éteindre le premier conteneur et de rallumer très rapidement le deuxième. Et je vais insister là-dessus, c'est surtout de prendre le temps d'éteindre le premier conteneur. Si vous éteignez un conteneur de base sur Docker, vous faites un Docker stop, vous avez 10 secondes pour que le conteneur s'éteigne. Imaginons dans le cas d'une base de données, il y a une très grosse requête qui passe. Votre conteneur, il va d'abord attendre que votre base de données se finisse. C'est dans son processus, c'est dans MySQL, il dit non, je finis ma requête avant de m'éteindre. Et sauf que Docker, lui, il dit ah ouais, mais tu as dépassé les 10 secondes, donc je t'envoie un seek kill, et votre conteneur va s'éteindre automatiquement, il va s'arrêter, et là vous avez potentiellement une corruption de vos données. Donc très attention là-dessus, laissez le temps à votre conteneur de s'éteindre avant de rallumer le deuxième. Donc bien sûr, tout ça, ça s'automatise. Vous pouvez utiliser, par exemple, nous on utilise de notre côté DockerPy, qui est la librairie Python de Docker, tout simplement. Donc après, on a juste envoyé la commande MySQL upgrade, dans notre cas, qui va dire de mettre à jour les tables système, les données de MySQL. Donc là, on va dire, généralement, on va dire en 30 secondes, selon les bases de données, même moins, on a mis à jour notre base de données, avec des données qui peuvent être critiques, et sans pratiquement le moindre downtime. Il y en a un petit peu, mais très légèrement. Donc bien sûr, si on veut éviter complètement du downtime, il faut passer sur un autre type de processus. On n'est plus dans un cas d'une base de données standalone, il faut avoir du master slave, des infras plus conséquentes. Pour la petite histoire, on a fait jusqu'à 10 000 mises à jour de conteneurs en une seule nuit. Sachant que notre infra, elle compte 1 million de bases de données. Donc voilà, ça peut vous donner une idée de qu'est-ce qui peut être fait très rapidement pour des très grosses infras.
Donc là, on va parler maintenant de notre host qui est tombé. Donc je vous ai parlé tout à l'heure du Ceph, et c'est justement dans ces cas-là où on a besoin du Ceph. Comme je vous ai dit, on va tout simplement venir déplacer notre Ceph sur un nouveau host. Donc ce nouveau host, on lui montre varlib docker et varlib docker volume. Donc on a fait le choix de faire 2 points de montage différents, mais bon, après c'est chacun son choix, il y a des pour, des inconvénients. Mais là en gros, vous montez vos 2 volumes, vous relancez Docker sur la nouvelle machine, Docker va automatiquement récupérer les anciennes données, et vous avez vos bases de données qui sont reparties, juste le temps en fait, de lancer toutes les bases de données. Donc forcément là, plus vous avez de bases de données, plus votre host va avoir du mal à lancer tous ces conteneurs en même temps. Quand vous avez 200 conteneurs à lancer sur du MySQL par exemple, il vaut mieux avoir beaucoup de CPU derrière, car ça va vraiment taper. Donc voilà, attention, quand vous mettez beaucoup de choses, il faut aussi penser au recovery toujours derrière. L'OM Killer. Donc comme je vous ai parlé tout à l'heure, l'OM Killer, c'est très gênant. Qu'est-ce que c'est d'abord? Alors c'est tout simplement, quand vous avez un conteneur, et vous dépassez la mémoire, du moins vous demandez plus de mémoire que disponible dans votre conteneur, bah, qu'est-ce que fait le kernel? Il dit, bah non, j'en ai plus, donc j'ai besoin de killer un processus pour pouvoir t'en donner. Alors dans le cas d'un conteneur, si vous suivez les bonnes pratiques de Docker, finalement c'est votre MySQL qui est le seul processus et qui est le seul à demander de la mémoire. Donc qu'est-ce que fait le kernel? Il dit, bah, je vais supprimer un processus pour te donner de la mémoire. Mais finalement, le processus, c'est la base de données. Et donc finalement, votre conteneur va se prendre un seek kill. Et comme je vous ai dit tout à l'heure, quand vous arrêtez un conteneur trop rapidement, bah, finalement, vous allez avoir de la corruption. Donc ici, on a un gros problème, c'est qu'on a des conteneurs qui tentent de donner, avec des MySQL, des bases de données, tout ça, très bien, ça marche bien, on déploie rapidement, mais à chaque fois qu'on dépasse la mémoire, on se prend un seek kill et on a de la corruption. Donc finalement, on va avoir beaucoup de maintenance de recovery sur nos data, et finalement, on va perdre beaucoup de temps là-dessus. Donc on a cherché à gérer ce problème-là. On a essayé plusieurs choses. Alors tout simplement, la première idée, c'était de rajouter une capacité système, le raw IO, qui permettait de dire à notre OM killer, au lieu d'envoyer un seek kill, tu vas envoyer un seek term. Un seek term, c'est quoi? C'est juste dire à MySQL, arrête-toi proprement. C'est quand vous faites un Docker stop, Docker envoie d'abord un seek term au processus. Et là, on va faire pareil. Sauf que finalement, donc on a notre MySQL qui a besoin de mémoire. Le kernel qui n'a plus à en proposer. Et il dit, arrête-toi proprement. Sauf qu'il faut savoir que MySQL, par exemple, ou même généralement toutes les bases de données, ont besoin de mémoire pour s'arrêter proprement. Donc si vous voyez où je veux en venir, c'est que là on a un MySQL qui a déjà besoin de mémoire, un kernel qui en a plus, mais finalement il est dit, bah t'en auras encore besoin de plus. Bah, là on est dans un système où le conteneur, il s'est freeze en fait. Le MySQL il sait plus, il attend juste de la mémoire, le kernel il peut pas lui envoyer, et il peut pas lui envoyer un seek kill. Donc finalement, pas une bonne idée, donc on a tenté autre chose. Donc on s'est dit, bon, cet OM kill, ouais, il nous énerve un peu, donc bon, on va juste l'enlever. Mais en fait, finalement, on arrive dans le même cas de problème qu'avant. Vous avez votre conteneur qui a besoin de mémoire, votre kernel qui ne peut pas vous en donner, et en plus là, il ne vous envoie même pas de signal. Donc finalement, bah, on arrive dans le même cas, vous attendez toujours votre mémoire. Et alors la dernière solution, c'est celle forcément qu'on a choisie, vous en doutez bien, c'est d'implémenter la memory reservation. Dans les C-groups, c'est ce qu'on appelle la soft limit. Ça va permettre de dire au kernel et au processus, ta mémoire, tu vas la libérer beaucoup plus souvent. Ok, très bien, on va libérer notre mémoire plus souvent. Donc on va utiliser moins de mémoire, mais au final, on va quand même, au bout d'un moment, atteindre la limite de notre mémoire. Donc finalement, on se dit, bah ouais, mais ok, super cette solution, mais qu'est-ce que ça nous apporte? Bon, déjà, on va voir qu'est-ce qui se passe quand on l'utilise. Donc là, on voit bien notre kernel qui dit bien notre processus libère plus de mémoire, plus souvent, du moins. Mais on voit bien que notre courbe de mémoire, elle va tendre vers la limite. Et en fait, c'est là où nous, on a implémenté un deuxième processus dans le Docker. Donc c'est en dehors des guidelines. Et il faut savoir, en fait, ce processus, il va juste aller vérifier la consommation mémoire à l'instant T du conteneur. Donc, toutes les secondes, voire plus rapidement, il vérifie la consommation mémoire. Et en fait, arrivé à 95% de cette consommation, il va tout simplement dire au MySQL, par exemple,
arrête-toi en envoyant un seek term. Et j'ai bien dit, il y a 95%. C'est-à-dire qu'il laisse 5% en MySQL pour s'arrêter proprement. Et ce qui fait qu'en joignant la memory reservation, qui limite cette consommation mémoire pour ne pas atteindre directement quasi la limite, on a le temps de voir monter la mémoire et d'arrêter proprement notre MySQL. Donc là, je vous ai présenté notre façon de faire autour du MySQL, des bases de données chez OVH. C'est un de nos services, CodeDB. Après, il y a d'autres façons de faire. En ce moment, c'est par exemple une équipe Dell qui a présenté à la DockerCon un driver storage qui permet automatiquement avec Swarm de déplacer vos conteneurs. Donc nous, on a notre façon de faire. Après, il y a plein d'autres façons de faire. Et surtout, ce qui est intéressant, c'est surtout la dernière partie, l'OM kill, c'est de gérer ce kill de données. C'est très important parce que c'est là où vous avez le plus de corruption. Et finalement, chaque corruption, ça va vous donner 10 fois plus de boulot que tout le reste. Voilà. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a des personnes qui auraient des questions autour de ça? Oui. Oui, c'est possible. Alors attention, parce que là, vous allez voir comment tu vas monter tes données déjà. Alors tu peux par exemple dire à ton Docker, tu montes tes données en RO, en read-only. Alors là, c'est ce que tu veux dire, c'est qu'il faut faire attention, c'est que ton MySQL n'écrive jamais sur les datas. Donc là, il faut vraiment que tu assures que ton MySQL ne va jamais écrire sur tes données. Donc là, il faut vraiment faire attention à ce principe-là, MySQL ou autre database, hein, bien sûr. C'est que dans le cas où tu vas le lancer dans un conteneur, tu ne peux pas assurer. Donc il faut faire vraiment attention, c'est que tu ne peux pas assurer qu'il n'écrivera rien du tout. Par exemple, il peut toucher à des tab systems, par exemple. Ou toucher au InnoDB, au log, logfile, tout ça. Donc il faut faire vraiment attention, c'est que si tu montes dans un cas de RO, peut-être tu vas pouvoir, très risqué. Il faut savoir que du coup, dans les deux bases de données, ils sont isolés. Donc ils ne voient pas qu'il y a déjà une base de données dessus. Si vous montez ça sur un host, vous mettez 2 bases de données, par exemple, il va dire, ah ben non, il y a déjà un log sur mes fichiers. Et il va t'empêcher. Là, dans l'isolation de conteneurs, bah, ça ne peut pas se produire. Parce qu'ils ne savent pas, ils ne se connaissent pas. Donc il faut faire vraiment attention, c'est qu'il y a aussi tous les tab systems. Donc c'est possible, mais pas aussi basiquement que ce qu'on a fait là. Il faudra mettre quelque chose au-dessus. Par rapport aux données, donc vous avez déporté les données dans Ceph. Comment est-ce que vous gérez le déport de ces données dans un autre data center? Alors actuellement, cette offre-là, on reste dans un seul data center. On reste proche des données. On a une offre qui va sortir d'ici mars, où là, le but, c'est vraiment plusieurs bases de données dans différents data. Et donc du coup, ça sera une autre technologie. On ne va pas passer par Docker. Donc là, on passe vraiment sur des bases de données très très critiques. Donc le but, c'est d'assurer que quel que soit le problème, on va imaginer que ça peut arriver, un data center qui tombe, vous pouvez toujours avoir votre base de données. C'est quoi comme techno? Je peux pas trop en parler. Ouais, c'est du coup pour monter les volumes avec Ceph. En fait, c'est quoi? Il y a un driver Docker custom qui permet de Alors non, plugger du on Ceph n'utilise pas directement. de driver custom Docker. Là, par exemple, nous on utilise l'API, on est sur OpenStack des fois. Alors ça dépend de notre infra, on peut être sur OpenStack. Donc là, c'est OpenStack qui va nous monter automatiquement nos volumes au bon endroit. On le voit comme des disques finalement avec OpenStack. Mais si vous êtes sur un host dédié, vous pouvez utiliser par exemple c'est du RBD. Donc c'est juste le driver Ceph disponible sur du Debian classique. Et vous lui dites, bah, ok, je crée mon point de montage à tel endroit. Et vous avez, comme un disque classique, votre accès à vos données. D'accord, ok. Donc en fait, c'est pas. D'un côté, il y a Ceph et Docker, lui, il n'est pas C'est forcément ça, conscient on que c'est du utilise Ceph. le standard Docker, on n'importe rien dedans. On utilise le standard Ceph. Puis on utilise tous ces standards pour proposer une infrastructure. Ok. Et j'en profite, du coup, j'en avais une seconde. C'est sur ces histoires de soft limit là que vous parlez Oui. dans Docker. Donc en fait, c'est une feature du kernel Linux, j'imagine. Oui, tout simplement. Mais je n'arrive pas à comprendre en fait comment
le processus MariaDB qui tourne, quand on lui met ce flag soft limit, comment il peut libérer plus de mémoire? Je veux dire, c'est le même processus qui tourne. En fait, c'est le kernel qui va venir lui dire. Il lui dit, t'as atteint ta limite soft limit, commence à libérer cette mémoire que tu n'as plus forcément besoin. Souvent les bases de données, comme je vous ai montré sur le graphique, si on revient un peu en arrière, dans la première courbe, vous voyez que la base de données va souvent occuper l'intégralité de la data, puis libérer quand il en a besoin. Donc ça, c'est un mécanisme propre aux bases de données. Et du coup, en fait, on va lui dire, non, non, quand tu atteins cette limite, commence à libérer. Tu n'as pas besoin d'utiliser toutes ces données. Donc ce qui est aussi pratique, c'est que sur nos hosts, finalement, on consomme moins de données aussi. C'est qu'on a moins de RAM pris. Donc très important aussi. Merci. Oui, bonjour. Est-ce que vous avez utilisé Docker avec des clusters comme Galera ou InnoDB Cluster? On a un POC qui est sur Galera, oui. On a déjà fait avec du Galera. Après, c'est pas la même problématique du coup. Là, vous avez moins de problèmes au niveau des données, vu que vous pouvez partager en différents masters. Donc là, ça serait plutôt pour, on pourrait imaginer pour de la multi-DC par exemple. Voilà. Donc là, c'est vraiment du standalone, quel que soit le type de base de données. C'est pour proposer rapidement, par exemple, à nos développeurs, mais aussi pour n'importe quel service qu'on montrerait chez OVH. Vous avez besoin d'une base de données très rapidement. Ok, on en a un premier POC, vous en avez, hop, en 1 minute, vous avez votre base de données, vous pouvez travailler. C'est vraiment le but ici, mais aussi pour nos clients de tous les jours. Ça peut être un dev qui a besoin d'une base de données très rapidement. Hop, on utilise ce service et c'est rapide, ça marche. Voilà. Merci. Bonjour, je suis arrivé un peu en retard, donc vous l'avez peut-être expliqué, du coup vous me direz. Là en fait, les tests que vous avez faits, en fait, c'est au niveau d'une base de données standalone, on est d'accord, que ce soit du Oui. MySQL, MariaDB, etc. Donc la granularité, en gros, c'est un container, une base de données. Oui, actuellement c'est le cas. Ouais. Est-ce Mais que vous vous pouvez très bien imaginer par la suite faire du Ouais. slave derrière ou enfin faire Ouais. l'infrastructure que vous voulez. C'est là, nous on utilise en standalone parce qu'on estime que par la suite, pour des plus grosses bases de données, on ne va pas utiliser Docker pour le problème surtout de stabilité au niveau des versions. Voilà. C'est ce qui nous pose le plus gros problème. Et que comme on veut assurer de proposer à nos clients là-dessus vraiment quelque chose de stable, du coup, c'est pas, Ouais. pas la même infra. En fait, moi j'ai une problématique, donc je me sers de Docker sur des bases de données. Donc sur un gros projet, donc, au niveau base de données, c'est Oracle. Et en fait, la scalabilité verticale sur chaque projet qui arrive, c'est un schéma instancié dans une instance. Voilà. Donc, enfin, créé dans une instance. Donc du coup, avec Docker, je me demande si au niveau scalabilité, puisqu'en fait, ça serait plus une nouvelle base de données qui est égale à un container, mais ça serait updaté, en fait, rendre le container scalable verticalement en rajoutant un schéma dedans, quoi. Donc du coup, je ne sais pas si vous avez testé ce genre de choses, quoi. On l'a pas testé, non. Ouais. On sait que c'est possible, mais notre besoin que nous qu'on veut proposer, c'est pas de cette façon-là. Ouais. Donc forcément, on n'a pas été plus loin. On s'est dit, ok, ça marche, mais on reste dans Docker et finalement, c'est pas ce qu'on voulait proposer. Oui, peut-être que Docker, ça n'est pas approprié, en fait, hein, il faut faire vraiment un POC, quoi. Ok, merci. Bonjour. Tout à l'heure, vous parliez de la chute d'un Docker host. On l'imagine notamment pour la maintenance d'un Docker host, une montée en version ou une maintenance de sécurité, par exemple. J'ai bien compris que vous utilisiez un cluster safe en dessous pour stocker vos volumes Docker. Est-ce que vous avez imaginé dans votre infrastructure des produits annexes comme Flocker pour déplacer les volumes groupes au travers de Ceph vers un autre Docker host? Non. Alors en fait, nous, pour déplacer ce qu'on appelle les volumes groupes, comme vous dites, c'est qu'en fait, on va déplacer les données, pas les volumes. Donc on sait déplacer un conteneur d'un host à l'autre. Donc bien sûr, il faut que le host ne soit pas tombé dans ces cas-là. Mais en fait, on va juste déplacer les données comme on pourrait déplacer une base de données classique. Vous prenez une base de données, vous faites un premier rsync, donc je vais très simplifier. Vous faites un premier rsync, donc vous avez des données qui ne sont pas forcément à jour. On va venir stopper le conteneur sur le premier host, finir à un deuxième rsync. Donc là, on a nos données qui sont à jour, puis tout simplement lancer le conteneur qui a été généré là à droite. Donc tout simplement, c'est juste une base de données classique transfert. Ok, merci.
Oui, et on l'a automatisé via Dockerpy. Donc c'est toute la librairie Python de Docker. S'il n'y a plus de questions, merci beaucoup.